Un millionnaire est stupéfait après des années de séparation lorsqu'il la retrouve à l'hôpital. Bonjour à tous. Avant de commencer l'histoire d'aujourd'hui, j'ai une petite faveur à vous demander. Abonnez-vous à notre chaîne et activez les notifications afin de ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos. C'est rapide, gratuit et c'est le meilleur moyen de nous aider à vous proposer d'autres histoires dramatiques comme celle-ci. Votre soutien compte énormément pour nous. D'où regardez-vous la vidéo aujourd'hui? Veuillez indiquer votre ville ou votre pays dans les commentaires ci-dessous. Merci beaucoup. Revenons maintenant à notre personnage principal. Le couloir de l'hôpital est calme, d'une manière qui semble plus pesante que le silence. L'air sent légèrement l'antiseptique et le rythme doux des machines résonne derrière les portes closes. Les sols polis reflètent les lumières du plafond comme un miroir pâle s'étendant à l'infini. Les infirmières se déplacent avec un calme acquis par l'habitude, leurs chaussures ne faisant pratiquement aucun bruit lorsqu'elles passent. Au bout du couloir, un homme se tient seul. Il s'appelle Daniel Wright. Pour le monde extérieur, c'est un millionnaire qui s'est fait tout seul. Le genre d'homme dont le nom apparaît sur les tours de bureau en verre et les invitations à des galas de charité. Il a l'habitude de contrôler. Il a l'habitude de prendre des décisions qui font bouger les marchés et façonnent des vies. Il a l'habitude que les salles se taisent lorsqu'il entre. Mais ici, tout cela n'a aucune importance. Daniel ajuste les poignettes de sa veste sur mesure. Une habitude dont il ne se rend même pas compte lorsqu'il est nerveux. Il a été appelé à cet hôpital à la suite d'un don privé, un arrangement discret qu'il a conclu il y a plusieurs mois. Une faveur, une responsabilité, quelque chose qui, selon lui, ne lui prendrait que 10 minutes de conversation polie avant qu'il ne retourne dans le monde qu'il connaît. La porte devant lui s'ouvre et tout s'arrête. Pendant un bref instant, Daniel oublie comment respirer. À l'intérieur de la pièce, la lumière du soleil filtre à travers les stores à demi fermés, découpant l'espace en douces lignes dorées et ombragées. Un moniteur cardiaque émet un tic-tac régulier, chaque son marquant le temps qu'il ne savait pas qu'il était sur le point de perdre. Près du lit se tient une femme en blouse bleu clair, les cheveux soigneusement tirés en arrière, la posture calme et professionnelle. Il connaît cette posture. Il connaît la façon dont elle penche la tête lorsqu'elle écoute. Il la connaît. Elle s'appelle Claire. Il y a des années, elle était la seule personne qui voyait Daniel avant l'argent, avant les gros titres, avant les murs qu'il avait érigés autour de lui. C'était la femme qui croyait en lui quand il était facile d'y croire, et la femme qu'il avait perdue quand la vie était devenue compliquée. Elle avait disparu de son univers sans explication, laissant derrière elle des questions qu'il avait enfouies sous le succès et le silence. Et maintenant, après toutes ces années, elle est là dans un hôpital. Claire se retourne légèrement, sentant quelqu'un derrière elle. Elle lève les yeux, et lorsqu'il croise ceux de Daniel, quelque chose passe sur son visage. De la surprise, de la reconnaissance, puis un masque prudent de sang-froid qui indique à Daniel qu'elle a appris à survivre sans réponse. Aucun des deux ne parle. L'espace entre eux se remplit de tout ce qu'ils n'ont jamais dit, des excuses qui n'ont jamais été faites, des nuits qui n'ont jamais eu lieu, des avenirs qui ont pris fin avant même d'avoir commencé. Daniel sent le poids de tout cela peser sur sa poitrine, plus lourd que toutes les pertes qu'il a jamais calculées dans un bilan. Ce n'est pas une salle de réunion, ce n'est pas une négociation, c'est le passé qui se tient devant lui, vivant et respirant. Et tandis que le moniteur cardiaque continue de battre à un rythme régulier, Daniel réalise quelque chose de terrifiant et de vrai. Aucune somme d'argent ne l'avait préparé à ce moment, car certaines retrouvailles ne demandent pas la permission. Elles arrivent simplement et changent tout. Daniel n'entre pas tout de suite dans la pièce. Il reste debout juste devant la porte, le corps incliné comme s'il pouvait encore faire demi-tour et partir. Pendant des années, cela avait été son instinct chaque fois que Claire lui venait à l'esprit. S'éloigner, rester occupé, construire quelque chose de plus grand, pour que le passé ne puisse pas le rattraper. Cela n'a jamais fonctionné. Claire rompt le silence la première. Sa voix est calme, mesurée, professionnelle. Le genre de voix qui appartient aux hôpitaux, pas aux souvenirs. Vous pouvez entrer. La patiente se repose. Ces mots ne lui sont pas destinés. Pas vraiment. Ils sont destinés à l'espace qui les sépare. Aux années pendant lesquelles ils ne se sont pas parlé, au poids qu'aucun d'eux ne sait encore comment porter. Daniel s'avance. Chaque pas semble délibéré,
plus lourd qu'il ne devrait l'être, comme si le sol lui-même lui résistait. Il garde les yeux fixés devant lui, sur le lit, sur le lent mouvement des couvertures, sur tout sauf son visage. S'il la regarde trop longtemps, il a peur que le passé ne parle à sa place. Le patient est un homme âgé, mince, pâle, endormi sous des draps blancs. Des tubes et des fils l'entourent, immobile et silencieux. Daniel enregistre à peine les détails. Son attention revient sans cesse vers Claire, vers la forme familière de ses mains lorsqu'elle vérifie le dossier, vers la façon dont elle se tient légèrement sur le côté, lui laissant de l'espace sans qu'il le lui demande. Elle a toujours fait cela. Ce n'est pas la Claire dont il se souvient, celle des appartements bondés et des dîners tardifs mangés directement dans la poêle. Cette Claire se déplace avec maîtrise, avec détermination. Elle dégage une assurance qui n'était pas là auparavant. Daniel s'éclaircit la gorge. Le son lui semble trop fort dans cette petite pièce. « Je ne savais pas que tu travaillais ici, dit-il. C'est une phrase faible, sans risque. Elle évite tout ce qui compte. Claire hoche la tête une fois. « Je suis ici depuis 3 ans. 3 ans. » Daniel fait le calcul sans le vouloir. 3 ans de réveils matinaux et de nuits tardives. 3 ans à arpenter ses couloirs. 3 ans à se construire une vie dont il était exclu. Et avant cela, demande-t-il, elle marque une pause juste assez longue pour qu'il la remarque. D'autres hôpitaux, d'autres villes. Elle lève brièvement les yeux, croisant son regard pendant une fraction de seconde avant de détourner à nouveau les yeux. Le message est clair. Elle ne lui racontera pas son histoire gratuitement. Daniel sent quelque chose se serrer dans sa poitrine. Il avait imaginé ce moment tant de fois. Dans son imagination, il avait le contrôle. Il avait les mots justes. Il avait les réponses. En réalité, il n'a rien. À l'extérieur de la chambre, un chariot passe. Quelque part dans le couloir, un téléphone sonne. La vie continue, indifférente au fait que 2 personnes se tiennent dans les ruines de ce qu'elles n'ont jamais achevé. Claire finit de vérifier le dossier et le repose au pied du lit. « Vous êtes ici grâce au don, » dit-elle sans le regarder. « L'hôpital vous en est reconnaissant. Voilà. La distance, la ligne qu'elle trace entre eux. Je ne suis pas venu pour ça, » dit Daniel avant de pouvoir s'en empêcher. Claire s'immobilise. Ses mains reposent à plat sur la barre métallique du lit. Lentement, elle se tourne vers lui. « Alors pourquoi êtes-vous venu ?» demande-t-elle. La question est plus dure que n'importe quelle accusation. Daniel ouvre la bouche puis la referme. La vérité lui serre la poitrine, aiguë et inconfortable. Il repense à la nuit où elle est partie, au message resté sans réponse, au silence qui a suivi. Il repense aux années où il s'est dit que c'était mieux ainsi, plus facile. « Je ne sais pas », finit-il par dire. Pour la première fois, Claire perd son sang-froid. Pas beaucoup, juste un léger changement dans son expression, une fatigue qui n'était pas là il y a un instant. « Moi non plus », dit-elle doucement. Ils restent là, 2 étrangers liés par un passé commun, entourés de machines qui mesurent les battements cardiaques et la respiration, comme pour leur rappeler que le temps n'attend pas la clarté. Daniel réalise alors quelque chose qu'il a évité d'admettre pendant des années. Cet hôpital ne l'a pas seulement ramené vers Claire. Il l'a ramené au moment où sa vie s'est scindée en 2. Et cette fois, il ne pourra pas s'en aller sans conséquence. Claire fait partie de la routine de Daniel, avant même qu'il ne s'en rende compte. Il se dit que c'est temporaire, qu'il ne reste impliqué que pour le patient, pour l'hôpital, parce que partir maintenant serait irresponsable. C'est une excuse raisonnable, et Daniel a toujours été doué pour trouver des excuses raisonnables. Chaque matin, il arrive juste après le lever du soleil. La ville dehors est encore en train de se réveiller, mais l'hôpital ne dort jamais. L'air est frais, les lumières trop vives. Le couloir est déjà animé d'une urgence silencieuse. Daniel s'arrête au même stand de café dans le hall, commande le même café noir et l'emporte à l'étage. Claire est généralement déjà là. Elle se déplace dans la pièce avec une efficacité rodée, vérifiant les signes vitaux, ajustant l'équipement, parlant doucement au patient, même lorsqu'il ne répond pas. Daniel remarque les détails, la façon dont elle explique ce qu'elle fait, même si personne ne le lui demande. La façon dont elle baisse la voix lorsque les machines émettent des bips trop forts, comme pour les calmer. Ce n'est pas dramatique, ce n'est pas héroïque, c'est de l'attention. Au début, Daniel reste près de la porte, les mains dans les poches, ne sachant pas où se placer ni quoi faire. Il observe plus qu'il ne parle. Claire ne le repousse pas, mais elle ne l'invite pas non plus à s'approcher.
Elle le traite comme n'importe quel autre visiteur, poliment et avec distance, en prenant soin de ne pas brouiller les lignes. Mais celles-ci finissent par s'estomper malgré tout. Un matin, Claire lui tend une paire de gants jetables sans faire de commentaire. Daniel hésite, puis les enfile. Elle lui montre comment aider à repositionner le patient, où placer ses mains, comment bouger lentement pour ne rien tirer ni forcer. « Doucement », dit-elle d'une voix calme. « Il est fragile. » Daniel acquiesce. Il suit ses instructions. Il est surpris de constater à quel point il lui semble naturel de l'écouter à nouveau. Les jours passent, puis d'autres jours encore. Daniel réorganise ses réunions. Il prend ses appels dans le couloir plutôt que dans les salles de conférence. Le monde qu'il contrôlait autrefois commence à tourner autour des horaires de l'hôpital et des heures de visite. Claire le remarque, même si elle ne le dit pas. Parfois, lorsque le patient dort, il s'assoit tranquillement de part et d'autre de la pièce. Le silence est différent maintenant. Moins vif, moins défensif. Le passé est toujours présent entre eux, mais il ne semble plus être une arme. « Tu as toujours détesté les hôpitaux », dit Claire un après-midi, rompant le silence. Daniel lève les yeux. C'est toujours le cas. Un léger sourire effleure ses lèvres, disparaissant presque aussi vite qu'il est apparu. Tu disais qu'il te faisait te sentir impuissant. Il expire lentement. C'est toujours le cas. Claire hoche la tête comme si cette réponse était logique. Parce qu'elle l'est. Dans cet endroit, l'argent n'a que peu d'importance. L'influence encore moins. Les machines décident de ce qu'elles décident. Les corps guérissent à leur rythme ou ne guérissent pas du tout. Daniel apprend les rythmes du service. Il apprend les noms des infirmières. Il apprend combien de temps il faut à Claire pour terminer ses tournées. Il apprend qu'elle déjeune plus souvent debout qu'assise. Un soir, elle le surprend en train de regarder ses mains alors qu'elle a juste une perfusion intraveineuse. « Quoi ?» demande-t-elle sans méchanceté. « Vous ne vous précipitez pas, dit-il, même quand tout le monde le fait. » Elle réfléchit d'un instant. Se précipiter facilite les erreurs. Ces mots restent gravés dans son esprit. Le soir, quand Daniel retourne dans son appartement vide, le silence lui semble différent. Ce n'est plus le silence du contrôle. C'est le silence de l'attente. L'attente du deuil, l'attente de la chambre silencieuse, l'attente de la femme qui le connaissait autrefois mieux que quiconque et qui se tient désormais juste assez près de lui pour lui rappeler tout ce qu'il a perdu. Ce n'est pas une réconciliation, ce n'est pas un pardon. C'est quelque chose de plus petit, de plus lent, de plus dangereux. C'est le début de la guérison. Et Daniel sent, avec un mélange de crainte et de lucidité, que la guérison lui demandera plus que le succès ne lui a jamais demandé. Le changement se produit tranquillement, comme la plupart des choses importantes. Tout commence par un dossier. Daniel n'avait pas l'intention de le voir. Il se tient près du poste des infirmières un après-midi, attendant que Claire finisse de mettre à jour le dossier lorsqu'un dossier est posé trop brutalement sur le comptoir. Des papiers s'échappent. Avant que quiconque puisse l'en empêcher, une page se retourne. Un nom familier attire son attention. Claire se fige. Daniel ne touche pas le dossier, mais il n'en a pas besoin. Il a appris à lire les chiffres, les dates et les codes plus vite que la plupart des gens ne lisent les phrases. Ce qu'il voit lui noue l'estomac. Un diagnostic, ancien, vieux de plusieurs années. Claire remarque le changement sur son visage et tend la main vers le dossier, le ramenant vers elle d'un mouvement contrôlé. Trop contrôlé. « Cela n'a pas d'importance, dit-elle. » Daniel la regarde. « Vraiment? » Il observe la légère tension dans ses épaules, la façon dont elle évite son regard. « Tu étais malade, dit-il. Ces mots ne sont pas une question. » Claire expire lentement, comme si elle retenait son souffle depuis des années. « Je vais bien maintenant. »« Tu étais malade, répétait-il, quand tu es parti. » Le silence s'installe entre eux. Une infirmière pèse inconsciente que quelque chose de fragile est en train de se briser à quelques mètres d'elle. Claire ferme le dossier et le met de côté. Ce n'est pas le lieu pour cette conversation. Quand l'a-t-il jamais été, demande Daniel. Le ton tranchant de sa voix les surprend tous les deux. Claire l'observe longuement, puis elle fait un signe de tête vers la salle de consultation vide au bout du couloir. « 5 minutes, dit-elle, c'est tout ce que j'ai. » À l'intérieur de la petite pièce, la porte se referme derrière eux. L'espace est dépouillé. 2 chaises, un bureau, pas de machine, pas d'interruption. Claire s'assoit. Daniel reste debout. « Tu as disparu, dit-il. Tu es parti sans un mot. Tu m'as laissé croire que tu avais choisi de t'en aller. »« Je ne t'ai rien laissé croire, répond-elle. Tu n'as jamais demandé. »
Ces mots font mal car ils sont vrais. J'avais 28 ans, poursuit-elle d'une voix calme mais fatiguée. Je n'avais ni assurance ni économie et un diagnostic accompagné de mots que les médecins n'aiment pas adoucir. J'avais besoin d'un traitement, de temps, de concentration. Et tu ne pensais pas que je méritais de savoir, demande Daniel. Je pensais que tu méritais un avenir, dit-elle. Et à ce moment-là, je ne savais pas si j'avais un avenir à partager. La pièce semble plus petite. Claire lui raconte alors tout. Les premiers symptômes qu'elle a ignorés, les tests, le programme de traitement qu'elle ne pouvait pas concilier avec sa carrière en plein essor et ses déplacements constants. La peur qu'elle devienne quelque chose qu'il se sentirait obligé de gérer. « Je t'ai regardé construire ta vie, dit-elle doucement. Je ne voulais pas être le poids qui te ralentirait. » Daniel s'assoit lourdement sur la chaise en face d'elle. « Tu as décidé cela pour moi, dit-il. »« Oui, admet-elle, parce que j'avais peur. » Son honnêteté le désarme plus que n'importe quel argument. À l'extérieur de la pièce, l'hôpital continue de fonctionner à son rythme. À l'intérieur, des années de malentendus se réorganisent en quelque chose de plus clair et de bien plus douloureux. « Tu aurais pu me faire confiance, dit Daniel. » Claire baisse les yeux vers ses mains. « Je t'ai fait suffisamment confiance pour te laisser partir. » Les 5 minutes s'écoulent trop vite. Quand il retourne dans la salle, rien n'a changé, mais tout semble différent. La routine continue. Les soins se poursuivent, mais maintenant, quand Daniel regarde Claire travailler, il ne voit pas seulement sa force, mais aussi le prix qu'elle a payé. Et pour la première fois depuis qu'il est devenu millionnaire, Daniel comprend quelque chose qu'il n'avait jamais compris auparavant. Ce n'est pas le succès qui lui a coûté l'amour, c'est le silence. Le point de rupture survient tard dans la nuit. La salle est plus calme que d'habitude. Les lumières sont tamisées. Le rythme a ralenti pour devenir un silence prudent. La plupart des visiteurs sont rentrés chez eux. Le patient dort, sa respiration est régulière mais superficielle. La machine à côté du lit trace de fines lignes vertes qui montent et descendent avec les patients mécaniques. Daniel est assis seul dans la chambre. Claire est à un autre étage où elle remplace un collègue qui s'est fait porter malade. Daniel a proposé de partir et de revenir le lendemain matin, mais elle a secoué la tête. « Restez, lui a-t-elle dit. Il est plus calme quand il y a quelqu'un ici. » Daniel reste donc. Il est assis sur la chaise à côté du lit, les mains posées sur les genoux, regardant un homme qu'il connaît à peine mener un combat qu'il ne peut contrôler. L'impuissance qu'il redoutait autrefois le submerge à nouveau, plus lourde encore, car il la comprend mieux. Il repense à ce que Claire lui a dit aux années qu'elle a passées à apprendre à survivre pendant qu'il apprenait à gagner, à quel point ils étaient proches de partager une vie qu'aucun d'eux ne savait protéger. Le moniteur change de tonalité. C'est subtil, juste assez pour faire sursauter Daniel sur sa chaise. Il regarde l'écran, puis le patient. Le mouvement de la poitrine semble plus superficiel maintenant, le rythme irrégulier. Daniel se lève et sort dans le couloir. « Claire » appelle-t-il doucement, l'apercevant au bout du couloir. Quelque chose ne va pas. Elle réagit instantanément. Pas d'hésitation, pas de panique, juste de l'action. Elle vérifie les moniteurs, ajuste le lit, parle calmement tout en appelant à l'aide. D'autres membres du personnel arrivent, efficaces et concentrés. Daniel recule, se collant contre le mur, sa présence soudainement inutile. Il observe Claire travailler. Ce n'est pas la femme contrôlée et posée qu'il a vue lors des matins tranquilles. C'est quelqu'un qui est pleinement vivant dans le chaos. Sa voix est claire, ses mouvements précis, son attention absolue. Elle ne le regarde pas. Elle n'en a pas besoin. Pour la première fois, Daniel ne la voit pas comme la femme qu'il a perdue, mais comme la femme qu'elle est devenue. Après de longues minutes, la crise s'apaise. Les alarmes s'atténuent. La pièce respire. Claire s'appuie contre le comptoir, fermant brièvement les yeux avant de se redresser. Ce n'est qu'alors qu'elle regarde Daniel. « Il va s'en sortir, dit-elle. » Daniel acquiesce, mais les mots lui manquent. Plus tard, lorsque le patient est stabilisé et que le calme est revenu dans la salle, Daniel retrouve Claire dans la petite salle de pause au bout du couloir. Elle est assise seule, un gobelet en papier rempli d'eau intacte entre les mains. « Tu l'as sauvée, dit Daniel. » Elle secoue la tête. « Nous l'avons sauvée. Tu aurais pu partir, poursuit-il. Tu aurais pu choisir quelque chose de plus facile, de plus sûr. » Claire croise son regard. Guérir n'est jamais facile. C'est simplement nécessaire. La simplicité de cette affirmation le bouleverse. « J'avais tort, dit Daniel, surtout. » Claire ne l'interrompt pas.
Je pensais que l'amour était quelque chose qu'on protégeait en le contrôlant, poursuit-il, en le gardant propre, gérable. Je pensais que quelque chose faisait trop mal, qu'il fallait s'en éloigner avec force. Il marque une pause, choisissant ses mots avec soin, ce qu'il n'a pas toujours fait. Je vois maintenant que tu es resté quand cela comptait, même si cela t'a coûté cher. Claire écoute, son expression indéchiffrable. Je ne peux pas changer le passé, dit Daniel. Mais je ne veux pas continuer à vivre comme si le silence était synonyme de sécurité. Pendant un long moment, aucun des deux ne parle. Finalement, Claire expire lentement. La guérison ne se fait pas d'un seul coup, dit-elle. Elle se fait par des choix petits, chaque jour. Daniel acquiesce. Alors laisse-moi choisir de rester. Pas en tant que millionnaire, pas en tant que solution, juste en tant qu'homme qui comprend enfin que l'amour n'a pas besoin de protection. Il a besoin de présence. La vérité n'arrive pas avec le drame. Elle arrive avec la paperasse. 2 jours après l'urgence nocturne, Daniel examine les rapports de l'hôpital dans un petit bureau administratif, ce qu'il n'aurait jamais fait avant que cet endroit ne devienne personnel. Il se dit que cela fait partie de sa mission de supervision des dons, mais il sait bien que ce n'est pas le cas. Il cherche à comprendre, pas à trouver des chiffres. Une anomalie attire son attention. Elle est mineure au premier abord. Une ligne qui ne correspond pas au calendrier décrit par Claire. Une date de consultation avancée de plusieurs semaines. Une autorisation de traitement approuvée plus rapidement que ne le permet le protocole. Daniel se penche pour mieux voir. Il demande à consulter les archives. Pas de faveur, pas de pression, juste l'accès. Ce qu'il découvre rend la pièce plus froide. Il y a des années, lorsque Claire a reçu son diagnostic, son cas avait été signalé pour un essai clinique spécialisé, qui aurait pu couvrir la plupart de ses frais de traitement, mais qui nécessitait l'approbation d'une fondation médicale privée, une fondation que Daniel reconnaît immédiatement. Elle porte le nom de sa famille. À l'époque, Daniel venait de devenir riche, puissant et dangereusement distrait. La fondation était gérée par un membre du conseil d'administration en qui il avait une confiance aveugle. Un homme qui croyait que les émotions étaient des handicaps et que les relations personnelles étaient des faiblesses. La demande de Claire a été rejetée. La raison invoquée était que le dossier était incomplet. Mais les notes internes racontent une autre histoire, conflit d'intérêts, exposition au risque, recommandation d'éviter toute association. Daniel sent quelque chose de vif et d'amer monter dans sa poitrine. Elle n'est pas partie simplement parce qu'elle avait peur. Elle y a été acculée. Ce soir-là, Daniel trouve Claire sur la terrasse du toit réservé aux pauses du personnel. Les lumières de la ville s'étendent sous leurs pieds, lointaines et silencieuses. Elle est appuyée contre la balustrade, l'air fatigué mais calme, comme si elle avait déjà appris à ne pas s'attendre à de bonnes nouvelles. « Je sais, dit-elle avant qu'il n'ait le temps de parler. Daniel s'arrête à quelques pas d'elle. « Tu savais? »« Je m'en doutais, répond-elle. Quand le refus est arrivé si vite, alors que personne ne voulait m'expliquer pourquoi. Pourquoi ne m'as-tu jamais rien dit? Demande-t-il. Claire se tourne vers lui. Parce qu'à ce moment-là, ton nom était partout. Je ne voulais pas que ma maladie complique ta vie. Daniel déglutit péniblement. Ce n'était pas seulement de la peur, poursuit-elle. C'était pour te protéger, pour me protéger. Il secoue lentement la tête. Tu n'aurais pas dû porter ce fardeau. Non, acquiesce-t-elle. Mais ça l'était. Daniel lui raconte tout. Les dossiers, le membre du conseil d'administration, la décision prise à son insu, mais en son nom. Claire l'écoute sans l'interrompre. Lorsqu'il a terminé, elle détourne le regard vers la ville. « C'est donc ça, dit-elle doucement. Il ne s'agissait pas de mon indignité. Il s'agissait d'un inconvénient. »« Oui, répond Daniel, et je vais régler ça. » Claire se retourne brusquement vers lui. « Il ne s'agit pas de vengeance, je sais, dit-il. Il s'agit de responsabilité. » Le lendemain matin, Daniel demande un examen officiel. Le membre du conseil d'administration est suspendu en attendant les résultats de l'enquête. Les politiques sont réécrites. Les critères de financement médical sont rendus transparents et publics. Il n'y a pas de communiqué de presse, pas d'annonce, juste des corrections. Lorsque Daniel retourne à l'hôpital ce soir-là, Claire l'attend à la porte de la salle. « Tu n'étais pas obligé de faire ça, dit-elle. »« Si, répond-il, car guérir sans vérité, ce n'est que survivre. » Claire l'observe longuement, puis elle hoche la tête. Pour la première fois depuis leur retrouvaille, l'espace entre eux semble plus léger. Le passé n'a pas changé, mais il a enfin été nommé.
Et c'est parfois là que commence véritablement la guérison. Le choix ne s'accompagne pas d'une annonce spectaculaire. Il s'accompagne de retenue. Dans les jours qui suivent l'enquête, Daniel prend du recul. Pas loin, mais à l'écart. Il cesse de réorganiser son emploi du temps pour être partout à la fois. Il cesse de rôder dans le service comme si sa seule présence pouvait réparer ce qui était brisé. Il apprend quelque chose d'inconnu et d'inconfortable. Il apprend à attendre. Claire le remarque immédiatement. Il arrive toujours le matin, apporte toujours le même café noir, vérifie toujours que la patiente va bien, mais il ne s'attarde pas lorsqu'elle est occupée. Il ne pose pas de questions qui touchent trop à sa vie privée. Quand elle est fatiguée, il laisse le silence tel qu'il est. Respectueux, pur, mérité. Un après-midi, Claire termine son service plus tard que d'habitude. Le soleil est déjà bas, projetant de longues ombres dans le hall. Daniel est assis sur un banc près de la sortie. Il ne se tient pas debout, il ne fait pas les 100 pas, il attend. « Tu n'es pas obligé de faire ça, » dit-elle. « Je sais, » répond-il. « C'est pour ça que je suis là. » Ils sortent ensemble. L'air est plus frais, la ville plus calme qu'elle ne le semble vue d'en haut. Pendant un moment, aucun des deux ne parle. « Tu as réparé les fondations, » dit finalement Claire. « Je les ai corrigées, » répond Daniel. « Je ne peux pas défaire ce qui s'est passé. Je peux seulement décider de la suite. » Elle étudie son visage à la recherche de quelque chose qu'elle n'a pas vu depuis des années. Il n'y a plus d'urgence, plus de tentatives de persuasion ou de promesses, seulement de l'intention. « Je ne te demande pas de me pardonner, » poursuit Daniel, « et je ne te demande pas de revenir à quelque chose que nous n'avons jamais pu terminer. » Il s'arrête de marcher et se tourne vers elle. « Je te demande de me laisser te montrer qui je suis maintenant, petit à petit. Si tu choisis de repartir, je ne t'en empêcherai pas. » Les mots s'installent entre eux. C'est le moment que Claire attendait depuis le couloir de l'hôpital, depuis le dossier, depuis que la vérité a éclaté. Non pas parce qu'il est dramatique, mais parce qu'il est honnête. Elle expire. Le son est doux mais lourd. « Tu as toujours été doué pour les grands gestes, » dit-elle. « Il me faisait peur, et maintenant Daniel me demande. Maintenant j'ai peur des promesses discrètes, admet-elle, parce qu'elles exigent de la constance. » Daniel acquiesce. Alors faisons en sorte que celle-ci soit discrète. Au cours des semaines suivantes, cette promesse est mise à l'épreuve. Le patient s'améliore lentement. Claire travaille de longues heures. Daniel part quand il le doit, reste quand on l'invite à rester. Il assiste aux réunions sans mentionner son nom. Il écoute plus qu'il ne parle. Il y a des jours où Claire garde ses distances. Il y a des jours où elle le laisse se rapprocher. Daniel accepte les deux sans se plaindre. Un soir, alors qu'ils sont debout ensemble à regarder le patient dormir, Claire prend la parole. « Je ne sais pas si je suis prête pour ce que tu me proposes, » dit-elle. Daniel ne se précipite pas pour répondre. « Ce n'est pas grave. Je ne sais pas si je peux croire que rester ne me fera pas encore souffrir. »« Ce n'est pas grave non plus, » dit-il. Elle le regarde, puis le regarde vraiment. « Et si je choisissais moi-même cette fois-ci » demande-t-elle. Daniel soutient son regard sans ciller. Alors je respecterai ce choix, même s'il ne m'inclut pas. Les mots sont simples. Ils lui coûtent plus cher que n'importe quel accord qu'il ait jamais signé. Claire retourne vers son lit pour se consacrer tranquillement à sa guérison. Mais quelque chose a changé. Pour la première fois depuis qu'ils se sont retrouvés, l'avenir ne lui semble plus être un piège. Il lui semble être un choix. Et Daniel comprend que l'amour, le véritable amour, ne se prouve pas par la force avec laquelle on s'accroche. Il se prouve par la volonté de lâcher prise. Le changement devient visible d'une manière que Daniel n'annonce pas. Il apparaît d'abord à l'hôpital. De nouveaux équipements arrivent discrètement, approuvés sans fanfare. Les postes vacants sont pourvus. Des programmes de prévention du burn-out sont financés et mis en œuvre, sans être nommés d'après les donateurs, ni marqués par des plaques. Claire remarque la différence avant que quiconque ne la lui explique. Les infirmières ont le temps de respirer. Les patients ne sont plus pressés de prendre des décisions qu'ils ne comprennent pas. Les soins ressemblent moins à une question de survie qu'à une question de dignité. Un après-midi, Claire trouve Daniel debout dans l'aile pédiatrique, observant une jeune infirmière agenouillée à côté d'un patient effrayé, lui expliquant une procédure avec patience et chaleur. Il n'interrompt pas, il ne donne pas d'instructions, il observe simplement. « C'est toi qui as fait ça », dit Claire en s'approchant de lui. Daniel secoue la tête. « C'est eux, j'ai juste empêché le système de leur nuire. »
Elle l'observe, cherchant les signes familiers de performance. Il n'y en a pas. Elle se rend compte que la guérison ne se fait pas bruyamment. À l'extérieur de l'hôpital, les changements se propagent. Daniel restructure sa fondation pour y inclure une surveillance indépendante. Il invite des professionnels de la santé, et non des investisseurs, à participer aux prises de décision. Il assiste aux réunions et écoute des histoires qu'il considérait autrefois comme des inefficacités. Le soir, il lit les lettres de patients qui ne s'attendaient pas à être vus. Il ne répond pas à toutes. Il répond à celles qui posent des questions. Les semaines passent. Le patient dont il s'occupe commence à se réveiller plus souvent, à répondre aux voix, à serrer les mains. Les routines de Claire passent de l'entretien à l'encouragement. Daniel est là, pas toujours dans la chambre, mais jamais loin. Un soir, alors que Claire termine son service, Daniel l'attend près des ascenseurs. « Je ne suis pas là pour vous retenir, dit-il, mais je voulais vous dire quelque chose. » Elle se tourne vers lui. « Je lance une initiative de soins de longue durée, poursuit-il, dirigée par des professionnels de la santé, indépendante et transparente. Je voudrais que vous fassiez partie du comité consultatif. » Claire reste silencieuse. « Ce n'est pas une offre d'emploi, mais ajoute rapidement Daniel. Et ce n'est pas non plus des excuses déguisées. C'est une invitation. À vous de décider si cela correspond à votre vie. » Elle l'observe attentivement. « Et si je refuse, cela n'aura aucune incidence. C'est ce qui compte le plus, dit-il. L'ascenseur arrive. Claire entre, puis s'arrête. « J'y réfléchirai, dit-elle. » Ce soir-là, Claire rentre chez elle à pied au lieu de prendre le bus. La ville semble différente, pas plus accueillante, juste plus calme. Elle repense aux choix qu'elle a faits il y a des années, ceux qu'elle considérait comme des sacrifices et ceux qu'elle comprend aujourd'hui comme des moyens de survie. Elle pense à Daniel, non pas à l'homme qu'il était, mais à celui qu'il est en train de devenir. Quelques jours plus tard, Claire accepte d'assister à une réunion. Elle s'assoit en face des médecins, des infirmières et des administrateurs. Elle observe Daniel parler en dernier et non en premier. Lorsque des désaccords surgissent, il ne les ignore pas. Il pose des questions. Après la réunion, Claire le prend à part. « Il ne s'agit pas de réparer le passé, dit-elle. »« Non, répond Daniel, il s'agit de ne pas le répéter. » Le patient sort de l'hôpital la semaine suivante. Le dernier jour, il les remercie tous les deux. « Vous ne vous êtes pas contenté de me soigner, dit-il. Vous êtes restés. » Ces mots restent dans la tête de Claire longtemps après qu'elle ait quitté la pièce. Plus tard dans la soirée, elle retrouve Daniel sur les marches de l'hôpital. « J'ai encore peur, dit-elle. « Je sais, répond-il. « Mais je vois ce que vous faites, continue-t-elle, et je comprends pourquoi. » Daniel ne tend pas la main vers elle. Il ne comble pas la distance qui les sépare. « Je ne vous demande pas de guérir pour moi, dit-il. Je guéris parce que c'est la bonne chose à faire. » Claire fait un pas vers lui. Pour la première fois, elle n'a pas l'impression de devoir choisir entre elle-même et l'amour. Elle a l'impression de choisir l'alignement et cela fait toute la différence. L'hôpital reprend son rythme habituel. Plusieurs semaines se sont écoulées depuis que le patient a quitté l'hôpital, depuis que le service qui était autrefois le théâtre de tension est redevenu un lieu de travail comme les autres. Claire arpente toujours les mêmes couloirs, porte toujours la même blouse, parle toujours d'une voix calme et posée qui inspire confiance aux patients. Mais quelque chose en elle s'est apaisé, non pas parce que tout est résolu, mais parce qu'elle n'évite plus rien. Daniel ne vient plus tous les matins. Il n'en a plus besoin. Leurs vies ont trouvé un équilibre qui ne nécessite pas une proximité constante pour se sentir en sécurité. Lorsqu'il se rend à l'hôpital, c'est dans un but précis, en silence et brièvement. Et quand il part, Claire ne se sent pas abandonnée. Un soir, plusieurs mois après leur retrouvaille, Daniel attend Claire devant l'hôpital, appuyé contre sa voiture, alors que les dernières lueurs du jour s'estompent dans le ciel. Il n'y a aucune urgence dans son attitude. Aucune attente. Claire sort, fatiguée mais calme. Elle s'arrête en le voyant. « Tu es en avance, dit-elle. »« Je voulais marcher, répond-il. Si ça te va. » Ils marchent côte à côte sur le trottoir, la ville respirant autour d'eux. Le bruit de la circulation s'estompe lorsqu'ils tournent dans une rue plus calme. Pendant un moment, aucun des deux ne parle. « J'ai accepté le rôle de conseillère, finit par dire Claire. » Daniel hoche la tête, un petit sourire effleurant son visage. « Je sais. Tu n'as pas essayé de me convaincre, ajoute-t-elle. J'ai promis de ne pas le faire, répond-il. Claire s'arrête de marcher. Daniel s'arrête aussi. «
J'ai passé des années à croire que l'amour signifiait sacrifice. Elle dit que prendre soin de quelqu'un signifiait disparaître lorsque les choses devenaient difficiles. Elle le regarde dans les yeux. Tu m'as montré quelque chose de différent. Daniel écoute. Il le fait toujours maintenant. Tu es resté sans rien exiger, poursuit-elle. Tu as réparé les dégâts sans demander de reconnaissance. Tu m'as laissé choisir sans crainte. Elle expire lentement. C'est ainsi que je conçois la guérison. Daniel s'approche, prudemment, sans se presser. Je ne demande pas l'éternité. Je demande de l'honnêteté, de la présence, la chance de construire quelque chose qui ne nous oblige pas à disparaître. Claire le regarde longuement, puis elle lui prend la main, non pas comme une promesse, ni comme une déclaration, mais comme un choix. Il reste là, silencieux, les doigts entrelacés, tandis que la ville continue de tourner sans s'en apercevoir. Il n'y a pas de public, pas d'applaudissements, juste deux personnes qui comprennent enfin ce que signifie rester. Plus tard, alors qu'ils continuent à marcher, Claire lui jette un coup d'œil. « Le regrettes-tu » demande-t-elle. « Toutes ces années que tu as perdues. » Daniel réfléchit attentivement avant de répondre. « Je regrette le silence, dit-il, mais pas le chemin qui m'a mené ici. Parce que maintenant, je connais la différence entre le succès et le sens. » Elle sourit doucement. À l'hôpital, une nouvelle plaque est installée près de l'entrée. Elle ne porte pas le nom de Daniel. Elle ne porte aucun nom. On peut simplement y lire. Les soins commencent par la présence. Claire la remarque un matin en arrivant au travail. Elle s'arrête, puis continue à l'intérieur. Certaines histoires se terminent par de grandes déclarations. Celle-ci se termine par quelque chose de plus discret. Deux vies autrefois séparées par la peur et le silence avancent non pas parce qu'elles ont été guéries par l'amour, mais parce qu'elles ont choisi de guérir ensemble. Et ce choix, fait quotidiennement et sans spectaculaire, devient la forme la plus authentique d'engagement. Car l'amour n'arrive pas tout formé. Il se construit à chaque instant sincère.